Mégahertz. Petit podcast pour de grands effets, pourvu qu'on s'aligne et qu'on se connecte, parce qu'on est en orbite et il est important de se connecter. Mégahertz. Je m'appelle Ebi, je suis infirmière en psychiatrie et créatrice de ce podcast, Mégahertz, ou MAG dans la barre de recherche. Mégahertz parle principalement de santé et de bien-être, mais pas que. Il a pour objectif de démystifier et apporter de la lumière sur des réalités scientifiques et spirituelles insoupçonnées. C'est aussi l'envie de partager tous ces sujets qui m'animent, qui me caractérisent, héritage, transmission, identité, mes valeurs, nos histoires, nos savoirs. Je te laisse à souhait commenter cet épisode, liker, partager sur tes réseaux, t'abonner et mettre un max d'étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité. Et pour la bande-son que tu entends, elle est produite par Jordan Hipbits sur Insta et le montage et habillage sonore par Les Belles Fréquences. Mais pour tout savoir, faut qu'on se connecte, faut qu'on échange. Prends le temps alors. Et bien, microphone. À vos écoutes, chers électrons libres. Mégahertz est... On en parle tant et on ne le connaît si peu. Il chauffe, surchauffe, décharge, grille, veille, s'éveille. Le thème du jour, les neurosciences. Psychologie, philosophie et toutes les ramifications possibles du circuit électrique. Diodes et neurones se connectent et brillent pour alimenter le tronc cérébral ou ta lanterne magique. Aujourd'hui, j'accueille Mehdi qui va vous parler de neurosciences, donc je te laisse tout le plaisir de te présenter. Qui es-tu ? Bonjour Robin, je suis Mehdi Aounsebeiti, je suis neuropsychologue. Donc la neuropsychologie, c'est l'étude des liens entre des troubles cognitifs, des troubles comportementaux et des lésions cérébrales. Donc je suis en plein dans le champ de la neuroscience et dans la neuroscience dans son application clinique, c'est-à-dire auprès du patient. En fait, les neurosciences, ça regroupe l'ensemble des domaines scientifiques qui traitent du système nerveux. Alors, ça soit d'un point de vue, macro, c'est-à-dire au niveau donc, du cerveau en lui-même, les structures corticales, etc., tout ce qui est la moelle épinière, etc., ou bien rentrer vraiment dans la cellule. Donc, le champ des neurosciences, c'est vraiment tout ce qui va concerner le système nerveux dans sa globalité. D'un point de vue large et d'un point de vue extrêmement, d'un point de vue microscopique. En fait, si j'ai bien compris, c'est tout ce qui s'intéresse au fonctionnement du cerveau d'un point de vue neurologique, en fait, c'est ça, hein. En fait, si on parle maintenant de la neuropsychologie, en soi, il y a plusieurs applications cliniques des neurosciences. Il y a notamment la neurologie, etc. Il y en a d'autres. Mais dans tous ces champs de neurosciences avec une application clinique, vous avez la neuropsychologie. Et donc, en fait, la neuropsychologie, c'est vraiment étudier le lien qu'il peut y avoir entre ce qu'on va voir sur le plan du phénotype, donc c'est-à-dire le symptôme, ce que le patient, ce qu'on va observer chez les patients, et en déduire ce qui peut se passer au niveau du cerveau et quels sont les mécanismes pathogènes qui sont à l'origine du symptôme. Et donc, le travail du neuropsychologue, c'est d'aller investiguer justement via, alors on fait passer, il y a l'observation clinique, bien évidemment, mais on a aussi des tests qu'on va faire passer aux patients. Et chaque test va aller chercher des fonctions bien spécifiques et chaque fonction va nous renvoyer à des régions du cerveau. Et donc, de cette manière, on va voir un petit peu comment fonctionne le cerveau et comment il va dysfonctionner. Et en fonction de tous les éléments qu'on va avoir, eh bien, on en déduit une hypothèse diagnostique et également des pistes pour la prise en charge du patient. En fait, ça s'adresse après à tout type de patients. Ça va des enfants, même des très jeunes enfants, jusqu'aux patients très âgés. D'accord, jusqu'aux patients très âgés. Du coup, moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est en gros, quelle est la différence entre un psychologue et un neuropsychologue ? En fait, le psychologue, c'est le terme un peu générique. Le neuropsychologue est un psychologue. Mais en psychologie, on a différentes spécialités. C'est-à-dire que le jeune étudiant en psychologie, ou moins jeune même, il va, à un moment dans ses études, il va s'orienter vers des spécialités. Ça peut être psychopathologie, ça peut être en psychologie du développement, en psychologie du travail, etc., en psychologie cognitive. Et tu as aussi l'orientation en neuropsychologie. D'accord, ok. C'était pour être au clair avec ça. Du coup, moi, la première question qui me vient, ça m'est souvent venu à l'esprit, c'est est-ce que avec les neurosciences, on peut lire les rêves, les comprendre, ce genre de choses ? Alors, ce qui est très intéressant avec le lien entre les neurosciences et les rêves, alors tu as des équipes qui vont travailler sur le lien entre neurosciences et rêves, alors ça peut être dans différentes universités, différents instituts. Ce qui est intéressant, c'est quelle est la fonction du rêve. Je pense que ce qui est moins, à mon sens, intéressant, c'est qu'est-ce qu'il va nous dire. On s'est beaucoup intéressé dans l'histoire justement de l'étude des rêves à interpréter
la signification des rêves. Qu'est-ce que ça voulait dire? Alors, il y avait des interprétations fantasques. On a tous entendu le fait que rêver de perdre ses dents signifiait un décès proche, Ouais. etc. Que quand on sentait son corps voler, enfin, je ne sais plus tellement ce que ça pouvait avoir comme corrélation. Bref, c'était pas très intéressant. Mais au final, ce qui est intéressant dans les rêves, c'est leur fonction. Quelle est la fonction du rêve? D'où est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qui fait qu'on se souvient de certains rêves? De quoi il est construit? Alors, ce qu'on sait, c'est que ce qui va constituer les rêves, ce sont les événements potentiellement vécus, les événements aussi potentiellement imaginés. Il y a une forme de mélange. Le cerveau va traiter tout ça de manière plus ou moins anarchique, c'est-à-dire qu'on va avoir des bribes d'informations qui vont être collées les unes avec les autres, mais qui n'allaient pas forcément les unes avec les autres à la base. En fait, est-ce que ce rêve a une fonction, un rôle dans la prévention? Alors, on pensait aussi notamment dans la prévention des risques, notamment le fait que on avait la majorité des rêves qu'on allait effectuer dans la nuit étaient à valence négative, peut-être pour justement nous préparer, nous protéger à d'éventuelles problématiques qui pouvaient arriver au stade d'éveil. C'est aussi une piste intéressante en soi. Alors, c'est pas une piste, c'est une des pistes, mais le rêve a potentiellement plusieurs fonctions. Et c'est ça qui est intéressant de décortiquer, de voir aussi d'où ça vient. Quelle est l'influence du tronc cérébral sur notamment les structures de mise en mémoire que sont les hippocampes, l'absence de contrôle des régions préfrontales. Les régions préfrontales qui, en collaboration avec d'autres structures dans le cerveau, notamment les régions sous-corticales et également les hémisphères cérébelleux, vont jouer un rôle important dans la régulation des informations, la régulation du comportement, ce qui va nous permettre de structurer aussi notre pensée. Et bien tout ça va être inactif pendant le sommeil, ce qui fait qu'on peut avoir justement libre cours pendant ces phases de sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, ces phases justement de rêve avec un fonctionnement relativement incontrôlé qui peut donner des choses tous azimuts comme on a tous vécu, c'est une façon de parler, de manière onirique. En tout cas, voilà, le fait d'avoir justement ces rêves qu'on a l'impression au scénario relativement désordonné. Donc en fait, là, c'est juste une question. Tous ceux qui pensent trouver un message ou lire l'avenir en fait dans les rêves, en tout cas, c'est pas ta spécialité, c'est pas ton domaine, c'est autre chose en tout cas. Ben, c'est autre chose. Je ne tourne pas du tout ça au ridicule. C'est-à-dire que je pense qu'il y a potentiellement un intérêt. Moi, je ne suis personne pour dire que l'interprétation des rêves est hors de propos, pas du tout. L'interprétation des rêves, comme je l'ai dit, si on dit que le rêve peut avoir une fonction justement, il peut être intéressant aussi de décortiquer tout ça et d'en déduire une interprétation. Pourquoi pas? Mais il ne faut pas faire les choses à l'envers. Je pense que le mieux est de comprendre avant comment ça fonctionne, comment tout ça se met en place, et une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, peut-être en déduire une forme d'interprétation. Mais faire ça à l'envers, je pense que ça peut nous amener à des interprétations quelque peu douteuses. Du coup, là, on est en train de toucher un peu à la psychanalyse. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que la psychanalyse, en gros, c'est ça, hein, je suis là, je suis pas trop perdue. Non, c'est ça. C'est ça, la psychanalyse. Est-ce que tu pourrais rappeler aux petits électroniques qui nous écoutent ce qu'est la psychanalyse et en quoi ça diffère des neurosciences, en fait? Alors, je vais me faire taper sur les doigts si des collègues psychanalystes m'entendent, parce que je ne suis rien pour parler de psychanalyse. Bon, si ce n'est que j'ai commencé par la psychanalyse dans mon cursus. J'avais fait 4 ans dans une université avant de m'orienter en neuropsychologie dans une université qui ne faisait que de la psychanalyse. Donc, j'en avais un petit peu entendu parler, dirons-nous. Non, la psychanalyse, c'est une branche de pensée thérapeutique, dirons-nous, qui va s'intéresser à la psyché et donc travaille essentiellement de la psyché. Et c'est vrai que moi, ce que je reproche très souvent en psychanalyse, c'est de faire une dissociation constante entre le corps et l'esprit, entre la psyché et le cerveau, alors qu'un neuropsychologue comme je suis ne le dissocie jamais, parce que nous sommes intimement liés à notre cerveau et nous ne sommes, nous, que l'expression de neurones, en fait. C'est de neurones qui fonctionnent. Notre cerveau, ce sont des neurones interconnectés et d'autres choses encore, c'est multiple. Et nous ne sommes que l'expression de cette très jolie mécanique. Donc, dissocier tout ça, à mon sens, est quelque peu maladroit. Maintenant, dans la psychanalyse, moi j'ai toujours dit que les psychanalystes étaient de merveilleux sémiologues. À mon avis, la psychanalyse a introduit dans le champ de la psychologie l'art de l'observation, et c'était très intéressant. C'est très intéressant de lire justement les travaux des psychanalystes et de tout ce qu'ils ont pu déduire de leurs observations. Le fait est que la limite qui s'instaure, c'est lorsque l'interprétation va trop loin, lorsque l'interprétation va se confondre avec des problématiques personnelles qui sont seulement en lien avec le psychanalyste lui-même. Et là, il y a quelque chose qui peut ne pas toujours aller dans le bon sens, à mon sens. Alors après, je me trompe peut-être. Encore une fois, je le répète, je n'ai pas la science infuse, surtout pas en termes de psychanalyse. La différence avec les neurosciences, la différence fondamentale avec les neurosciences, c'est que les neurosciences, par définition, sont une science. Non pas par manque de respect aux psychanalystes. Freud a toujours voulu introduire la psychanalyse dans le champ des sciences. Le problème, c'est que la psychanalyse ne se confronte que très rarement, voire jamais, à l'outil statistique. C'est-à-dire, le principe de la science, c'est que je confronte constamment mes idées à la critique statistique, à la critique de mes pairs. Donc, mes idées, elles sont mes idées,
certes, je vais confronter mes doutes à un public d'experts, mais je vais aussi confronter mes doutes à un champ qui sont les statistiques, c'est-à-dire que je pose une question et je vois si quelle réponse je peux obtenir, et j'en déduis ensuite, je fais des déductions par rapport à tout ce que j'obtiens. Donc, la science, c'est un cheminement qui, à mon sens, détient plusieurs garde-fous. C'est-à-dire que je peux avoir une idée, je vais confronter cette idée et la méthode scientifique va me poser une réponse. Et donc, en fonction de ça, je vais avancer, je vais faire un petit bonhomme de chemin dans mon champ d'expertise. Donc, à la différence de certains courants, parfois psychanalytiques, qui fonctionnent peut-être un peu plus de manière dogmatique. C'est-à-dire, je vais avoir une idée, je vais imposer cette idée parce que je pense qu'elle est bonne et j'ai déduit que mon idée, elle était bonne à partir des observations que j'ai pu faire dans mon travail avec d'autres personnes. Mais à aucun moment, j'ai confronté mes idées à toutes ces statistiques et potentiellement à l'avis de mes pairs qui sont aussi des experts dans ce domaine. Donc, je ne dis pas que ce sont tous les psychanalystes, bien évidemment, très très loin de là, mais je pense que c'est la différence fondamentale qu'on va avoir entre la psychanalyse et les neurosciences, et notamment la neuropsychologie. La science nous apporte quelque chose de concret, alors même si on est sur une science molle, ça j'en conviens, mais on a quelque chose qui est concret, qui est solide, et à partir de ça, on peut créer une base thérapeutique. Je pense qu'une base thérapeutique se crée toujours sur du concret, sur quelque chose de scientifique, sur quelque chose qui apparaît solide, du moins. Et ce que j'aime dans la science, au final, ce que j'aime dans la science, c'est que en science, chaque vérité est une vérité jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, on prouve toujours le contraire, on démontre à un moment toujours qu'on n'est pas allé assez loin, qu'on a eu tort, et on est toujours en train de renouveler justement les connaissances. Et c'est ça que j'aime dans la science, c'est qu'elle est toujours mobile. Et c'est ce que je reproche un peu plus, moi, ce que j'ai reproché en tant qu'étudiant dans une université de psychanalyse, c'est qu'on se basait sur des théories qui avaient une centaine d'années, 200 ans. Enfin bref, c'était quelque chose, moi, qui m'effrayait un petit peu, c'était de se dire qu'on avait une pensée qui était figée et qu'on basait toute une réflexion sur une base de pensée qui était extrêmement ancienne. Et ça, c'est ce manque de renouvellement qui m'inquiétait un peu. Maintenant, je le répète, c'est pas toutes les branches de la psychanalyse. La psychanalyse est infiniment complexe. Et je le répète, j'ai un grand respect pour cette discipline qui a apporté beaucoup de choses, à mon sens, à la psychologie, mais qui, comme beaucoup de disciplines, connaît certaines limites. Alors, je suis obligée de reformuler pour ceux qui connaissent pas parce que le terme psychanalyse, il peut faire un peu peur. En gros, si j'ai bien compris, la psychanalyse, c'est plus un peu philosophique, ce sont des idéologies qui sont posées, tandis que les neurosciences, en tout cas, sont plus scientifiques, c'est A plus B donne C, c'est un peu plus dur, ce sont des sciences appliquées en somme. On va dire ça comme ça pour que les gens arrivent à suivre. On peut parler de sciences appliquées à la clinique, oui, on peut parler de ça. C'est vrai qu'on est constamment confronté à l'outil scientifique, c'est vrai qu'on est, on est dans le domaine des sciences. On doit démontrer, chaque idée doit être démontrée statistiquement, il faut que ça soit quelque chose qui soit, on dit, significatif. Ce terme-là est toujours, voilà, on se base toujours nos études sur ce qu'on appelle du rationnel. C'est vrai qu'on est toujours, voilà, à chercher une base solide et ensuite faire évoluer les connaissances dans notre domaine à partir, toujours, je le répète, de bases solides. C'est vrai qu'en psychanalyse, on a peut-être moins cette démarche, c'est vrai. Alors voilà, le principe de la psychanalyse, après, voilà, on connaît tous ces principes de la catharsis, le fait justement d'aller trouver des réponses en parlant via le langage. Et donc, c'est à partir de là, justement, qu'on crée des associations d'idées qui nous ramènent vers le trauma initial. Et tout part du fait, dans certaines branches notamment, que tout part d'un trauma. En fait, la symptomatologie d'aujourd'hui vient d'un trauma antérieur. Et donc, le but, c'est de remonter jusqu'à ce trauma pour pouvoir régler les soucis. Et pas forcément toujours pour effacer les symptômes, mais peut-être pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a certains symptômes. Bon, c'est une démarche qui peut être intéressante. Le problème, c'est qu'en voulant remonter jusqu'au trauma, il est possible aussi, et ça a été le cas, d'induire de faux souvenirs, de choses qui n'existaient pas forcément. Donc, ça a pu aussi dérouter parfois. J'ai dit parfois, c'est toujours pareil. Il y a autant de manières de pratiquer sa profession qu'il y a de professionnels. Donc après, c'est toujours le même souci. Mais comme il peut y avoir aussi des méthodes fallacieuses ou des méthodes malhonnêtes en science, bien évidemment. Donc en soi, c'est pour ça que je n'incrimine pas du tout le champ de la psychanalyse dans sa globalité. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de différences avec le champ des sciences et notamment des neurosciences. En tout cas, c'est plus clair. Du coup, en tant que neuropsychologue, et comme tu précises bien, c'est un champ très large, est-ce que je peux te demander quelle est ta spécialité pour le coup? Ou ce que tu traites le plus souvent? Je ne sais pas comment formuler ça. Je me suis spécialisé dans tout. Je n'ai pas voulu m'arrêter à une spécialisation. Donc, j'ai mon champ de compétences initial qui est chez l'adulte, bien évidemment en neurologie adulte, mais je peux travailler également auprès d'enfants. Donc, j'ai un champ d'activité qui est extrêmement large, qui va du très jeune enfant à l'adulte très âgé. Et j'ai toujours eu la conviction qu'il y avait, et c'est une réalité, un continuum entre le développement, le cerveau de l'enfant et son développement, et le cerveau de l'adulte. Et j'ai toujours estimé qu'on comprenait mieux le fonctionnement
le cerveau de l'adulte en connaissant le fonctionnement du cerveau de l'enfant et vice-versa. Je pense qu'il y a un lien de continuité qui est évident et qui est très intéressant dans notre application clinique à nous, les neuropsychologues, voire même les médecins, neurologues, etc. Du coup, comme c'est la continuité, ce que je te propose de faire, c'est de remonter quelques problématiques que j'ai eues auprès des auditeurs. Et ce qui revenait le plus, c'était en fait, la qualité du sommeil ou parfois des trépidements ou des écrans lumineux. Alors, j'ai souvent eu Netflix. Il y en a qui lisent aussi avant de dormir. Netflix, télévision, des anxieux aussi, des gens qui avaient du sommeil avec des phases d'insomnie, certains qui dorment devant la télévision. J'ai aussi eu un message un peu poussé qui était vraiment destiné à un neuropsychologue. En fait, le sommeil polyphasique, période idéale pour faire des rêves. Je pense que la question, c'est en soi comment atteindre ce sommeil-là et comment avoir un sommeil réparateur. Ce sont les éléments qui sont le plus souvent revenus. Alors, sur le sommeil réparateur, c'est quelque chose qui est très intéressant, une question à laquelle, malheureusement, je ne peux pas répondre parce que je me la pose moi-même vis-à-vis de mes patients. Alors moi, je suis spécialisé dans une pathologie. Je fais ma thèse d'ailleurs sur cette thématique qui est ce qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique, l'encéphalomyélie, autre nom, et d'autres noms encore, en fait, où une des problématiques de ces patients est justement le manque de sommeil réparateur. C'est-à-dire on sait que ces patients sont rarement dans une phase du sommeil qui est le sommeil lent profond, qui est vraiment ce sommeil réparateur et qui nous permet d'être reposés le lendemain. Alors, comment l'atteindre? Au-delà du sommeil paradoxal qui n'est pas en soi forcément, qui intervient dans beaucoup de phases du sommeil, que ce soit le sommeil lent léger, le sommeil lent profond, etc., c'est plutôt le sommeil lent profond qu'on va chercher à viser et qui va permettre de recharger les batteries. Malheureusement, mes patients n'atteignent pas ce stade-là. Et c'est encore, je pense, je ne suis pas certain qu'on sache exactement, alors il y a certains traitements qui sont à l'essai, mais je ne suis pas certain qu'on sache exactement comment faire lorsqu'on est atteint de ce type de pathologie pour atteindre le sommeil lent profond. En revanche, dans les habitudes de vie, lorsqu'on n'a pas de pathologie du sommeil ou de pathologie neurologique, évidemment que les écrans vont jouer un rôle très important. Alors en fait, il faut bien comprendre que le sommeil, tout le monde le sait, ça fonctionne par cycle. Alors je vais faire simple, hein, bien sûr, hein, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, on a des phases de sommeil avec les phases d'endormissement, le sommeil lent léger, le sommeil lent profond, le sommeil paradoxal pendant lequel justement on va rêver, paradoxal parce que l'esprit, on va dire, le cerveau est en ébullition, mais le corps est parfaitement inactif, et on va avoir des phases de micro-réveil. Et ces phases de micro-réveil, hein, qui ne durent pas plus de quelques secondes, dans lesquelles on est conscient par semi-conscient, c'est le moment où on se réveille la nuit, on remonte la couette, on se retourne, etc. Et on se rendort aussitôt. On a 4-5 phases de réveil, justement, de micro-réveil, c'est tout à fait normal, parce qu'on a environ entre 6 cycles du sommeil de 90 minutes qui vont chez l'adulte et 120 minutes chez l'enfant. Donc on essaie des cycles de 90 minutes, un micro-réveil, 90 minutes, un micro-réveil, etc. Ces cycles du sommeil, il faut les respecter parce que le sommeil a une fonction impératrice indéniable. L'ennemi du sommeil, c'est la stimulation parasite, la stimulation inutile. Alors la stimulation qui peut venir notamment des écrans. Les écrans, ils vont poser un double problème. Ils vont générer donc de la lumière bleue qui va mimer les effets des rayons du soleil. Il faut bien comprendre que nous avons un rythme, notamment les rythmes circadiens, qui sont en fait notamment chez la plupart des gens, dépendant de la luminosité. C'est-à-dire que lorsqu'on est en journée, on va sécréter une hormone certaines hormones qu'on appelle notamment le cortisol, voire même l'adrénaline, qui vont nous maintenir éveillés. Et à partir d'une certaine heure, notamment quand le soir arrive, on va commencer à sécréter l'hormone du sommeil qui s'appelle la mélatonine. Jusqu'à ce qu'on obtienne un pic de mélatonine au milieu de la nuit. Et donc, c'est le moment, en fait, où on va être le plus endormi. Après, une fois que ce pic est atteint, la libération de mélatonine va diminuer pour laisser place à la libération de cortisol et donc pour amener au fur et à mesure du temps au réveil. Le souci, c'est que les écrans qui vont libérer justement cette fameuse lumière bleue vont mimer les effets de rayons du soleil. Donc, ça va induire à minima une certaine libération de cortisol. Et donc, cette libération-là va être accentuée par le contenu même des écrans. C'est-à-dire, si on regarde un film très intense, une série très intense, ou qu'on regarde ses mails et tout le travail avant de dormir, et qu'une mauvaise nouvelle, ou même voire une très bonne nouvelle, nous arrive là alors qu'on doit s'endormir, ça va générer chez nous un stress. Ce stress, il va entraîner la libération donc de cortisol, mais aussi d'adrénaline. Ce qui fait que la libération de l'hormone qui doit normalement nous endormir, la mélatonine, va être coupée au profit de la libération des hormones qui réveillent. Ce qui fait qu'on va être éveillé et il va falloir attendre un cycle de libération de mélatonine pour pouvoir s'endormir. Donc ça va décaler notre endormissement. Si on a la très mauvaise idée pendant la nuit de regarder ses mails au moment de ces micro-réveils, c'est le même principe. On va avoir un pic de libération d'hormones qui sont liées au stress, ce qui fait que ça va couper la libération de mélatonine et ça va redécaler l'endormissement. Ça va faire des réveils allongés, des micro-réveils qui n'en seront plus. Ce sont des réveils prolongés pendant la nuit, donc ce qui va considérablement affecter la quantité du sommeil et aussi la qualité du sommeil. Donc déjà, les écrans, il faut les limiter un maximum lorsque le soir vient et notamment dans le lit.
Ça, c'est un élément qui va être important. La qualité, Il y a pas mal- atteindre un sommeil profond. Donc, le sommeil profond. Alors, il y a pas 36 solutions. Et puis après, je ne suis pas moi-même un spécialiste. Enfin, il y a des médecins spécialisés dans le sommeil, voire des psychologues spécialisés dans le sommeil. Moi, c'est pas le cas. Néanmoins, ce que je sais sur le sommeil normal, c'est qu'il faut aussi éviter absolument de s'endormir avec la télévision ou la radio. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va, on est en sommeil lent léger, on est toujours connecté avec le monde extérieur. Et donc, vous pouvez entendre même des gens qui vont rêver, qui vont présenter ce qu'on appelle une somniloquie, le fait de parler pendant qu'ils dorment et pendant qu'ils rêvent, donc, qui vont rêver de choses qui se passent à l'extérieur parce que leur cerveau est toujours connecté avec le monde Ah, extérieur. c'est vrai, Et oui. ensuite, quand on tombe en sommeil lent profond, là, par contre, on est complètement déconnecté du monde extérieur. Et c'est pendant cette phase de sommeil lent profond qu'on va recharger les batteries. Le souci, c'est que s'il y a des risques lorsqu'on laisse la télévision allumée ou la radio allumée pendant qu'on dort, que notre cerveau reste constamment connecté parce qu'il est tenu en alerte justement par le monde extérieur, par de la stimulation, et qu'il a tendance à rester trop longtemps en sommeil lent léger pour rester connecté au monde extérieur. Ce qui fait qu'on rate plusieurs cycles de sommeil lent profond et que le sommeil est moins réparateur. Donc, moi, ce que je préconise dans ce contexte-là, pour optimiser la quantité de sommeil réparateur, c'est de dormir dans une chambre calme et d'éviter vraiment le parasitage qui est lié au bruit. Du coup, suite à ça, pour la radio, je savais pas du tout que ça avait cet effet-là. Je pensais que c'était même très bien. Et j'ai une autre question pour avoir vu quelquefois, je suis en pédopsychiatrie, des ados qui s'endorment qui ont peur du noir et qui s'endorment avec un petit sapin un peu épileptique comme ça. Enfin, est-ce qu'il y aurait une alternative à ça, une veilleuse, quelque chose de doux, de moins agressif, enfin même pour les adultes ou... Non, c'est qu'en fait, après, la problématique de la peur du noir, c'est que la lumière, en fait, les veilleuses qu'on va utiliser, les veilleuses, l'avantage, c'est que ce sont des lumières douces. Les lumières douces, elles vont pas du tout mimer les rayons l'effet du soleil, Okay. ce qui fait que ça va pas perturber la libération de mélatonine. Et surtout, le phénomène contre lequel on va lutter, c'est le stress qui est lié à la peur du noir. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai la peur d'être dans le noir, je vais me sentir stressé, et si je me sens stressé, je ne peux pas m'endormir. C'est pas possible. Oui, ouais, C'est une contre-indication totale pour le cerveau pour libérer la mélatonine. C'est-à-dire que si le cerveau détecte une situation de danger, il n'y a aucune chance qu'on puisse s'endormir paisiblement. Donc, il faut, dans le cadre de la peur du noir, il faut absolument fonctionner avec une veilleuse, bien évidemment. Mais sélectionner une veilleuse qui est prévue à cet effet. Jusque-là, c'est très clair pour toutes les questions. La plupart des gens, en fait, c'est le téléphone et Netflix, c'est notre nouveau meilleur ami. Et oh là là, quelle catastrophe. C'est très ironique. Hein. Bien sûr, c'est ironique. Enfin, après, c'est quelque chose, on regarde tous, enfin, on est beaucoup à regarder Netflix, on est beaucoup à regarder des séries, bien évidemment. Alors, ça nous sort un peu aussi quand on a une journée assez dense, ça nous permet de nous évader, bien évidemment. Mais c'est vrai que quand notre activité principale tourne autour de ça, parce qu'on est enfermé chez nous, il y a un risque sanitaire qui est aussi extrêmement problématique, extrêmement dommageable. Et surtout pour les jeunes, comme nous. les plus jeunes, voire les moins jeunes. C'est extrêmement problématique. En espérant t'avoir fait vibrer un peu, n'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner, à mettre un max d'étoiles sur iTunes pour faire décoller Megahertz, que tu peux aussi retrouver d'ailleurs sur Instagram au nom d'Ebio Microphone, montage et habillage audio, les belles fréquences sur Insta, production du jingle Jordan Hip Beats. C'était Ebio Microphone. À très vite sur les ondes.